Braquage, c'est la banque d'affaires tech qui s'adresse aux entrepreneurs qui veulent lever des fonds. Hello Augustin, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes intervenants, j'ai la réelle volonté de créer un talk avec eux. C'est pour ça que je vais te demander ta présentation perso et après on parlera de ta boîte et de braquage. Super, merci beaucoup Tristan pour l'invitation. Donc je suis Augustin Deschamps, j'ai 32 ans et je suis le cofondateur de Braquage. Ouais. J'ai un parcours à la fois juridique et business dans la formation et dans les expériences pro. J'ai fait du droit à la fac, j'ai passé le barreau, j'ai fait ensuite une école de commerce à Lyon et j'ai travaillé en tant qu'avocat, investisseur, leveur de fonds et aujourd'hui cofondateur de Braquage. Ok, trop cool. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Braquage? Qu'est-ce que c'est? Donc, Braquage, c'est une banque d'affaires tech qui s'adresse aux entrepreneurs en France et en Europe qui veulent lever des fonds ou céder leur activité. Et en fait, notre métier, c'est de les accompagner à toutes les étapes de ce processus de levée de fonds, qui est un processus qui est assez complexe, qui peut être long et difficile, et sur lequel on va vraiment apporter du renfort sur tous les sujets. Et on a l'habitude de distinguer ça en trois phases, 3 périmètres d'intervention. C'est la préparation de sa levée, ensuite une phase qu'on appelle le roadshow, c'est-à-dire les rencontres avec les investisseurs, et la phase de négociation et de closing, c'est-à-dire la finalisation des accords et tout simplement la finalisation de la levée de fonds. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur toutes ces phases-là. Et on s'adresse à des entrepreneurs essentiellement de la tech, mais pas que. Parfois sur des business un petit peu plus traditionnels, qu'on aime bien aussi. Et on les accompagne sur les phases qu'on appelle early stage. Ça veut dire en fait, en gros, les premières levées de fonds. Il y a une nomenclature qui existe pour les levées de fonds. On entend souvent parler du seed, de la série A, de la série B, etc. jusqu'à FG. Nous, on intervient donc en early stage, ça veut dire pré-seed, les tout premiers tours de table, quelques centaines de milliers d'euros, seed, série A et série B. C'est un peu ça qu'on catégorise comme étant l'early stage. Nous, ce qu'on aime bien, c'est commencer à bosser très tôt avec nos clients. Parfois, la boîte n'existe même pas. En tout cas, elle n'est pas immatriculée. Et on va les accompagner pendant toute leur aventure entrepreneuriale, depuis une première levée de fonds avec ce qu'on appelle les Friends, Family and Fools. C'est les tout premiers investisseurs qui vont accepter de faire confiance à un entrepreneur, jusqu'aux différentes levées de fonds successives avec des investisseurs de plus en plus professionnels et parfois même jusqu'à la revente de la société, ce qu'on appelle un exit dans le jargon, dans ce monde qui est malheureusement très jargonneux et jonché d'anglicisme. Mais voilà en gros ce qu'on fait chez Braquage. Ok, trop cool. Est-ce que tu peux nous parler de la tech un petit peu? Qu'est-ce que c'est la tech? Tu me parles de la tech, mais on entend parler de la medtech. Pour le commun des mortels, aujourd'hui, tu as l'IA, tu as plein de la fintech, tu as plein de c'est une bonne question parce que c'est pas quelque chose sur lequel on s'interroge si souvent. On a tendance à dire la tech, c'est vrai, et c'est finalement un peu galvaudé. Je dirais que la tech, donc, ce serait le diminutif des nouvelles technologies. Et donc là, on a déjà une définition qui est extrêmement large. En gros, on va désigner des business models, donc des modèles d'affaires, c'est-à-dire des façons de gagner de l'argent pour des entreprises qui impliquent à un moment ou à un autre une spécificité technologique, que ce soit dans
uniquement la distribution ou vraiment dans le core business ou alors sur un sujet autre. Et donc, en fait, à partir du moment où il y a de la technologie, quelle qu'elle soit, dans le business de la société avec qui on va travailler, on peut catégoriser ça dans la tech. Et après, effectivement, il y a des déclinaisons, comme un petit peu des sous-catégories que tu as citées, en fonction des secteurs d'activité. Donc, par exemple, tout ce qui va être technologie dans les secteurs et les services financiers, c'est ce qu'on va appeler la fintech. Ou alors tout ce qui va être dans le secteur de l'alimentation, que ce soit depuis la fabrication d'un aliment jusqu'à le service au consommateur, c'est la food tech. Et donc on décline un petit peu tout ça. Okay. Et nous, chez Braquage, on n'est pas spécialisé sur quelque chose de plus restreint que la tech. On fait la tech au sens large. Et même d'ailleurs, parfois, pas de la tech, c'est-à-dire des business plus traditionnels. Mais en revanche, on sait ce qu'on ne fait pas et les métiers desquels on se tient un peu plus à distance, c'est surtout là où on n'est pas les meilleurs. Comme quoi, par exemple ? Il y a 2 secteurs sur lesquels on ne va pas forcément intervenir. Le premier, c'est la santé, dans le sens vraiment biotechnologie. Okay. Tu vois, nous, on a des parcours qui ne sont pas des parcours de scientifiques. Et donc, évaluer la pertinence d'un dispositif médical ou d'un vaccin pour un marché français, mondial, clairement, on n'est pas les mieux placés pour le faire. Donc ça, on envoie ces dossiers-là à des gens qui sont plus qualifiés. Et ensuite, il y a tous les dossiers, je dirais, Web3. Okay. Ça, c'est plutôt une question aussi d'appétence personnelle. Nous, on fonctionne beaucoup par adhésion à la fois aux personnes avec lesquelles on va travailler et aux projets. Donc, on n'a pas une appétence hyper forte pour le Web3 aujourd'hui. On n'en a jamais eu, on en aura peut-être un jour. Mais voilà, c'est un petit peu les 2 seuls sujets sur lesquels on oriente les gens avec qui on discute vers des personnes plus pertinentes. Ok. Et ces sujets-là, c'est des sujets que vous travaillez, vous vous formez au quotidien pour être un peu au courant des dernières nouvelles. Comment tu arrives à mieux conseiller tes clients et à savoir plus ou moins quelle est la bonne entreprise avec le bon profil, qui s'adresse au bon marché, parce que c'est quand même vachement large et c'est des secteurs qui sont très diversifiés et très techniques. Ouais, complètement. En fait, dans notre façon de décider avec quel client on va travailler, on opère une sélection qui est quand même très drastique pour plusieurs raisons. Pour la raison que je viens d'évoquer, qui est qu'on travaille uniquement avec des gens et des projets avec lesquels on se sent en phase, à la fois d'un point de vue valeur et d'un point de vue méthode de travail, et tout simplement est-ce qu'on s'entend bien. Parce que quand on bosse ensemble, on part pour a priori 6 mois, voire parfois plus, et peut-être même des années si on a plusieurs épisodes de levée de fonds qui surviennent. Et donc, nous, on a lancé ce projet avec mon associé Germain pour avant tout créer une entreprise qui fonctionne, mais aussi s'amuser et passer des moments sympas. Et donc, on fait en sorte que ce soit avec des gens sympas, parce que c'est quand même le plus important. Et également des projets qui fitent bien avec nos valeurs perso. Et là, ça implique des projets, alors évidemment beaucoup dans l'impact, mais pas de façon exclusive. On n'est pas labellisé banque d'affaires impact, mais c'est vrai que dans les faits, on a, je dirais, une légère majorité des projets qu'on accompagne qui ont une dominante impact. Après, il y a beaucoup de choses dans l'impact et c'est même parfois des sujets de débat, mais il y a beaucoup d'impact dans ce qu'on fait. Et donc, dans la façon dont on opère une sélection, il y a d'abord ce critère de nous, l'adhésion au projet. Et ensuite, on va vérifier si on est les bonnes personnes et les mieux à même pour faire en sorte que ce projet de levée de fonds avec lequel souvent l'entrepreneur arrive et qu'il nous soumet, vérifier qu'on soit les personnes les plus pertinentes pour le mener à bien. Donc vérifier que c'est un secteur
qu'on connaît, sur lequel on est à l'aise, et aussi que en fait, le projet de levée de fonds est cohérent. En fait, tous les jours, on parle avec des entrepreneurs à qui on dit je pense que là, c'est pas le moment pour toi de lever de l'argent, voire je pense que tu peut-être ne devrais pas lever d'argent avec ton projet. Parce qu'en ce moment, il y a un peu, et depuis quelques années, une course effrénée à la levée de fonds qui est parfois présentée comme une finalité en soi. Et on voit parfois, grâce ou à cause de, par exemple, une démocratisation de la levée de fonds, notamment sur des contenus télévisuels, qu'il y a beaucoup de projets entrepreneuriaux qui lèvent de l'argent, y compris sur des business qui ne sont pas du tout des business qui, traditionnellement, sont amenés à lever de l'argent. Par exemple, des business je sais pas, de vente de produits alimentaires avec les supermarchés. Historiquement, c'est pas de la technologie, c'est un business extrêmement traditionnel. Et on voit des levées de fonds qui arrivent parfois dans ces secteurs, alors que, par défaut, c'est pas forcément des business qui vont intéresser les investisseurs. Et je pense que ça crée beaucoup de velléité chez beaucoup d'entrepreneurs qui se disent moi aussi, il faut que je lève de l'argent. Parfois, c'est presque intuitif et il n'y a pas forcément une raison ultra tangible derrière. Et donc, au quotidien, ça nous arrive aussi de dire voilà, écoute, ton projet de levée de fonds, on vient aussi pour le challenger. Et les entrepreneurs sont parfois très contents de repartir avec une réponse de type finalement, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour moi de lever de l'argent, en tout cas, ou alors pas maintenant. Donc, on va vraiment vérifier qu'on est les personnes les plus pertinentes et que le projet a une cohérence aussi. Parce qu'on ne veut surtout pas rester dans parfois cette vision qui est de lever pour lever à tout prix, quelles que soient les conditions. On vient vraiment challenger la pertinence du dossier. Parce que concrètement, on parle souvent de levée de fonds, etc. Mais quand c'est le cas, cet argent, généralement, il sert à quoi ? C'est une question que je pose souvent à mes intervenants qui ont levé des fonds. Toi, tu vois, alors forcément, c'est pour le développement de l'entreprise, mais à quoi il sert techniquement, tu vois ? Parce que de temps en temps, on voit des montants dans les différents magazines éco, etc., qui peuvent faire un peu tourner des têtes. Mais à quoi concrètement, tu vois, un peu dire à celui qui nous écoute, qui est peut-être pas forcément avisé de tout ça, à quoi elle sert cet argent ? Donc ça, c'est une question que je trouve en fait hyper intéressante parce qu'elle n'est pas si évidente que ça. Quand on a une start-up qui lève de l'argent, c'est toujours pour la même raison qui est de financer la croissance. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En réalité, tous les investisseurs qui font donc, de l'early stage, donc ce que je décrivais comme étant les 2, 3, 4 premières levées de fonds d'une start-up, se présentent comme venant financer l'innovation, parce que c'est le financement des startups et que c'est comme ça qu'on décrit le capital risque. Bien souvent, on constate qu'ils viennent financer essentiellement la commercialisation de cette innovation. Évidemment, il y a toujours une innovation qui existe au sein de ces boîtes après qu'elles aient levé de l'argent, mais à part quelques exceptions, elle reste assez incrémentale parce que mon métier qui est de trouver des investisseurs pour des projets entrepreneuriaux m'oblige à constater que un grand frein pour les investisseurs qui se posent la question de financer un projet ou pas, c'est que justement le produit n'est pas encore sur le marché, le produit ou le service n'a pas encore trouvé son marché, il n'est pas encore en phase de croissance ou d'hypercroissance, ce qu'ils appellent en fait de l'attraction. Et donc, quand tu es entrepreneur et que tu lèves de l'argent, dans 90% des cas, on va te dire « Ok, génial le projet, j'adore, franchement, tout est au vert, on se reparle dans 6 mois lorsque tu auras atteint telle étape, tel milestone de croissance, et notamment lorsque tu feras 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. » Et donc, finalement, derrière ce terme financement de l'innovation, on constate qu'il n'y a pas
tant d'acteurs que ça qui sont prêts à vraiment financer l'innovation. Et donc, cet argent, il va venir plutôt financer ce qu'on appelle le go-to-market, qui est en fait, notamment en phase vraiment de pré-amorçage, le fait d'aller capter un marché le plus vite possible et financer, si possible, une hyper-croissance de la société pour prendre une part de marché significative, y compris de façon à perte, en fait. Parce qu'on finance essentiellement avec cet apport de capitaux ce qu'on appelle des pertes d'exploitation, et donc qui vont permettre d'aller plus vite pour, au long terme, atteindre la rentabilité. Ça, c'est le modèle un peu traditionnel de ce qu'on appelle le capital risque, et donc ce financement de l'innovation. Mais en réalité, l'innovation, même si encore une fois elle continue au sein de ces boîtes-là, elle est bien souvent assez antérieure à l'entrée des premiers investisseurs, en tout cas des premiers investisseurs professionnels et notamment des fonds d'investissement. En tout cas, le gros de l'innovation, je trouve. Et ça veut dire que cette innovation, elle est aussi essentiellement financée par l'État. Et ça, c'est assez intéressant parce que l'intervention de l'État est souvent quelque chose qui est décrié, critiqué au sein des cercles d'entrepreneurs ou d'investisseurs. Mais en réalité, l'État finance énormément l'innovation de façon plus ou moins directe. Je te donne un exemple. Quand tu as des fondateurs de startups qui lancent leurs projets, c'est assez souvent en sortie d'études, mais encore plus souvent après quelques années au sein d'un job, en tant que salarié. Et donc, beaucoup ont parfois la chance de négocier un départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec leur entreprise, et donc de bénéficier d'indemnités chômage pendant 2 ans, même s'il y a une dégressivité, on peut toucher un chômage assez conséquent pour des gens si jamais ils ont eu des jobs avec des rémunérations assez attractives. Ça peut être un chômage pas forcément confortable, mais qui permet de maintenir en fait un certain niveau de vie lorsqu'on monte une boîte. Et donc, sans ça, il y a un nombre incalculable de boîtes qui est évidemment impossible à dénombrer, qui seraient qui n'auraient jamais vu le jour. Parce que pour te mettre à fond sur un projet entrepreneurial pendant 1 an, 2 ans, avant espérer une première rémunération par ce projet entrepreneurial, tu as besoin de ces indemnités chômage et donc finalement cet argent qui provient de l'État et en fait, la solidarité nationale. De la même façon, quasiment 100% des projets donc tech qui sont créés dès le début du projet, avant même d'avoir créé un produit, mais juste sur la base d'une idée ou en tout cas d'une première ébauche de quelque chose qui pourrait ressembler à un produit, la quasi-totalité de ces projets bénéficient de dispositifs de financement public, notamment via BPI France, qui propose un premier dispositif de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ces entrepreneurs et qui est conditionné à un certain nombre de critères, mais qui sont quasiment tous remplis dans la mesure où en fait tu as un projet qui tient à peu près la route et qui en fait est avec encore une fois cette dominante technologique. Ce sont des critères qui ne sont pas, pour l'avoir vraiment vu de l'intérieur, extrêmement durs à remplir. Et c'est génial parce que ces dispositifs-là en fait clairement favorisent la création d'un maximum de projets entrepreneuriaux et donc dans une certaine sécurité pour, même si elle est très relative, pour beaucoup de fondateurs et de fondatrices, sécurité qui n'existe absolument pas par exemple dans des pays comme les États-Unis, où la création entrepreneuriale aux États-Unis est encore aujourd'hui un vrai risque financier pour les fondateurs et les fondatrices. Donc voilà, pour répondre à ta question, en fait, ce financement des startups par des investisseurs privés, donc, et là on désigne les fonds d'investissement, les business angels et parfois des corporates ou des family office, va venir financer donc certes de l'innovation, mais beaucoup de mise sur le marché en fait
de cette innovation. Et donc ça passe par des recrutements quand même dans la tech évidemment, mais aussi marketing et beaucoup effectivement de gens qui vont venir faire en sorte qu'on puisse capter le plus rapidement une part de marché significative. Ok, trop cool. Et là, l'idée de braquage, elle est venue de quoi ? C'était une espèce d'une frustration dans ton ancien métier ? Tu as toujours voulu être entrepreneur ? Qu'est-ce que tu as fait avant aussi, peut-être pour voir un petit peu le parcours et l'acheminement L'acheminement, ouais. Tu me disais que tu as été leveur de fonds, tu as bossé tu as eu le barreau de Paris. Qu'est-ce que c'est un petit peu l'Augustin d'avant ? Alors, mon parcours, c'était d'abord un parcours universitaire. Ouais. J'étais à la fac de droit. Okay. J'ai fait un master en droit des affaires parce que dans ma fac, c'était un peu ce que tout le monde faisait. J'étais à Paris 2, à SAS, et donc c'était un peu une continuité naturelle. Le droit, c'est comme d'autres formations, une formation dans laquelle on n'est pas obligé de se poser 1 million de questions sur ce qu'on veut faire parce qu'on entend souvent que ça mène à tout, donc on décale un peu dans le temps ce choix qu'on peut faire. Donc j'ai fait un master en droit des affaires, j'ai passé effectivement le barreau dans la foulée, et pour prolonger un peu cette période de réflexion, je me suis dit quoi de mieux qu'une école de commerce pour faire 3 années de plus d'études et pour me donner un peu le temps de la réflexion. Donc là, je suis parti faire une école de commerce qui s'appelle le M Lyon, et c'était dans le cadre de ce qu'ils appellent le parcours grande école. Donc c'est vraiment un parcours où on a du temps. Ça dure 2-3 ans, il y a des stages, il y a des périodes de cours, même des périodes de vide, il y a des vacances. Et donc c'est vraiment quelque chose qui permet de consolider son parcours et sa réflexion sur là où on veut aller. Okay. Et donc j'ai fait ça. Et comme j'avais passé le barreau entre-temps, le barreau ça se passe en plusieurs temps. D'abord tu passes l'examen qu'on appelle le CRFPA, qui est le droit de rentrer dans l'école du barreau. Et c'est ça le vrai examen du barreau. Et après, une fois que tu es à l'école du barreau, tu dois faire des cours et des stages. Et notamment, il y a un stage obligatoire en cabinet d'avocat. Et moi, j'avais aucune envie de devenir avocat à ce moment-là. À la fac de droit, j'étais président de l'association d'entrepreneuriat. J'étais déjà dans l'écosystème un petit peu des startups et du financement de la tech. Et je voulais juste devenir en fait investisseur dans un fonds de capital risque. Mais je me suis dit j'ai passé le barreau parce que c'est quand même utile, même si c'était un peu honnêtement en me laissant porter. Et pour aller au bout du process, j'avais besoin de faire ce stage en cabinet d'avocat. Donc j'ai fait un stage dans un cabinet qui travaillait essentiellement dans le financement et le conseil en financement de start-up sur la partie juridique. Donc je suis devenu élève avocat dans un cabinet d'avocats qui fait du conseil pour les startups qui lèvent de l'argent. Et finalement, ça m'a énormément plu. Je suis resté donc dans ce cabinet où je suis vraiment devenu avocat à l'issue de mon stage. Et j'ai fait ça pendant 2 ans en tant qu'avocat dans ce cabinet. Puis ensuite, en tant qu'avocat, cette fois-ci à mon compte. Parce que très très tôt, y compris pendant mes études, j'ai toujours eu une activité de travail à mon compte en tant que freelance. En fait, j'ai découvert ça comme n'importe quel étudiant qui se demande comment est-ce que je peux gagner un peu de sous pour financer mon loyer et ma vie étudiante. Et donc, comme avec mon coloc de l'époque, qui est aujourd'hui mon associé Jardin, on avait fait également chacun un stage dans un fonds d'investissement. Et donc ça, c'était également pendant l'école. On s'est dit, travaillons avec des entrepreneurs qui veulent lever de l'argent, parce que nous, on a été dans les fonds, on sait un peu comment ça fonctionne, donc on a des conseils à leur apporter. Et des entrepreneurs qui, en fait, quand ils se lancent, voient qu'ils ont besoin de financement et qu'ils n'ont pas la moindre idée de comment est-ce que je peux lever de l'argent ou pas, est-ce que je dois lever de l'argent, de quoi j'ai besoin, quels documents, et comment faire en sorte de convaincre des investisseurs d'investir. Et donc, petit à petit, on s'est inscrit sur des plateformes
tu vois, freelance, où on dit, bah voilà, nous on fait du conseil en levée de fonds. Et on recevait une demande de temps en temps, et on faisait ça en parallèle des cours. Et on a un peu commencé comme ça, ce conseil en levée de fonds. Et ensuite, on a toujours continué. On a fait d'abord ça en coloc, puis ensuite on a fini l'école, on a fait ça en parallèle de nos stages, puis en parallèle de nos jobs respectifs. Donc ça impliquait de bosser parfois le soir, parfois on se retrouvait le dimanche dans des cafés pour faire ça. Et donc pendant plusieurs années, on a fait ça comme ce qu'on appelle un side business, quoi. C'était une activité en plus de ce qu'on faisait à côté. Et on a bossé chacun 2 ans. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, ça marche plutôt pas mal, cette activité de conseil en levée de fonds. Est-ce qu'on n'essaierait pas de le faire à plein temps, à fond? Et donc, c'est là que, en fait, Braquage est né, mais qui en réalité était l'aboutissement d'une collaboration avec Germain, qui est à la fois un de mes plus proches amis et mon associé. En fait, on bossait déjà depuis pas mal d'années et Braquage n'est que l'aboutissement de toutes ces années de boulot ensemble. Et donc, c'était génial de s'associer. Donc là, il y a maintenant 3 ans, parce que je me suis associé avec un ami, mais avec qui j'avais déjà bossé en fait. Et donc, je savais que ça fonctionnait bien. On était tous les deux en charge de gérer l'asso d'entrepreneuriat à la fac, parce qu'il était également à la fac avec moi. Lui en éco, moi en droit. Et ensuite, toutes ces missions qu'on a faites ensemble en parallèle de l'école, de nos stages et de nos jobs. Donc, trop cool. On s'est vraiment bien trouvé et c'est une association qui fonctionne de façon géniale encore aujourd'hui. Ok, trop cool. Et pourquoi Braquage ? Braquage, alors là pour le coup le mérite ou la responsabilité revient à Germain. C'est lui qui a eu l'idée de ce nom. On était en train de réfléchir à quel nom on peut prendre pour notre projet. Et au début, quand il me l'a soumis, c'était un peu sous la forme d'une blague. C'était imagine, on s'appelle Braquage avec un K comme ça. Et on a rigolé pendant 2 minutes. Mais en fait, au bout de 2 minutes, on s'est dit que c'était pas si absurde et que même si il y a un côté légèrement provoque et subversif par rapport en fait au milieu dans lequel on allait s'installer, qui est le milieu de la banque d'affaires, qui est un milieu assez traditionnel dans le mode de fonctionnement historiquement, on s'est dit que c'était peut-être un très bon contre-pied à prendre dans le positionnement. Et aujourd'hui, on se félicite chaque jour d'avoir fait ce choix qui n'était pas vraiment risqué honnêtement, mais qui a très bien fonctionné et qui fonctionne encore très bien parce que c'est une marque qui imprime. Une fois que je t'ai dit que le projet s'appelle Braquage, tu t'en souviens. Généralement les gens n'oublient pas trop. Et donc ça nous a permis de devenir assez visible avec en plus un travail qu'on a fait sur la marque et un travail de création de contenu et de publication de ressources. Ça nous a permis de devenir assez visible assez vite auprès de beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est top. On a souvent la question de est-ce que les fonds, ça les embête pas qu'ils soient contactés par Braquage ? Mais cette question, elle vient déjà jamais, ou peut-être une fois, c'est arrivé, cette question elle est venue de la part de nos clients entrepreneurs. Mais généralement, c'est plutôt des gens à l'extérieur. Et la réponse, c'est que non, en fait. D'une part, nous, on bosse pour les entrepreneurs et on est là pour en fait, les aider. On n'est pas là pour séduire les fonds et même si on bosse avec eux, on bosse jamais pour eux. Et ensuite, c'est clairement le boulot des fonds d'aller financer les meilleurs projets. C'est sûr. Ensuite, de savoir que le dossier est soutenu par une boîte qui s'appelle Braquage ou la financière de je ne sais quoi, en fait, ça n'a pas beaucoup d'incidence pour eux. Donc non, on est ravis de ce choix, même s'il est un peu surprenant au début quand on l'entend. Mais il a un sens aussi. C'était le sens de ce projet Braquage. À la base, c'était le constat qu'on avait fait avec Germain du fait que les entrepreneurs, lorsqu'ils lèvent de l'argent pour la première ou la deuxième fois, sont vraiment
vraiment pas à armes égales avec les investisseurs, qui eux sont des professionnels de l'investissement, qui font ça depuis parfois plusieurs dizaines d'années. Alors que quand tu es entrepreneur, tu vas lever de l'argent peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, mais ça devient déjà une extrême minorité. Et donc, tu discutes face à des investisseurs qui sont bien rodés et qui connaissent bien les ficelles du métier. Tu as ton avocat qui est là un moment pour t'aider, mais en amont, il n'est pas là. Et donc, l'idée, c'est de rééquilibrer ce rapport de force et cette asymétrie très forte de compétences et d'informations qui existe entre un investisseur et un entrepreneur qui veut lever de l'argent. Et donc, on vient faire en sorte que ces entrepreneurs soient un petit peu à armes égales face aux investisseurs. C'est ça un peu le postulat de braquage. Parce que quand on était en fonds avec Germain, notre métier, c'était de recevoir tous les jours les dossiers des entrepreneurs. Ce qu'on appelle les decks. Ouais, exactement. Les pitch decks et parfois les business plans qui demandaient en fait un investissement aux fonds dans lesquels on bossait. Et via ces decks et ensuite les rendez-vous qu'on pouvait faire, on constatait qu'il y avait un niveau très fort d'impréparation des entrepreneurs. En tout cas, de mauvais alignement entre ce qu'attend un investisseur et ce que peut proposer un entrepreneur dans le cadre du processus de levée de fonds. Et donc on voyait beaucoup de très bons entrepreneurs qui ne réussissaient pas à lever de l'argent parce que même s'il ne s'agit pas de rentrer dans des cases, ils n'avaient pas la bonne façon de présenter l'info, ils n'avaient pas la bonne approche, et ils n'avaient pas le bon positionnement dans un processus de levée de fonds. Donc voilà, l'idée c'était un peu de rééquilibrer cette relation, et donc d'où le nom braquage. Et l'essentiel c'est que nos clients l'adorent, ce nom, donc on en est ravis. Ah bah trop cool. Et aujourd'hui, là tu me parles un peu de l'existant, etc. Entre le projet étudiant et le passer vraiment un projet du side business, comme tu le disais, au projet plein business, full time, c'est quoi un petit peu la marche? Parce que tu me disais, tu avais quelques demandes par-ci par-là en freelance, etc. Comment vous êtes dit, vous avez fait vraiment le switch entre ces deux méthodes, entre ces deux... Et en fait, le switch, c'était tout simplement de se dire que nous, ce qui est très important dans nos choix, c'est le niveau de liberté que ça va nous procurer, quelles contraintes on choisit et quelle liberté ça nous laisse. Et donc, on est assez vite arrivé à la conclusion que ce qui nous apporterait un maximum de liberté dans nos vies, c'est d'avoir notre propre projet. Ce qui est un peu bateau comme ça, mais ça reste la réflexion et la motivation principale qui nous pousse à lancer ce projet. Ensuite, on fait un travail que tout entrepreneur fait à un moment, c'est de vérifier en amont la viabilité de ce projet de façon économique. Comment on passe d'un side project, ce qu'on peut appeler aussi un lifestyle business, c'est-à-dire un business qui sert juste à financer en gros un peu ta vie perso, à un vrai projet entrepreneurial qui en fait nous dépasse tous les deux. C'était ça l'idée, c'était que avant c'était juste Germain et Augustin, et maintenant c'est braquage, et donc c'est plus une identité qui se résume à nous deux, c'est une marque avec des gens derrière qui sont pas juste nous deux, il y a toute une équipe, et donc c'est aussi un changement un petit peu de mentalité par rapport à ça. Avant on était 2 freelances qui travaillions en binôme, un peu comme un collectif, et après on est vraiment passé au statut de société avec la volonté de s'associer, la volonté de partager le risque, partager aussi les éventuels bénéfices qu'on pourra ou pas retirer de cette aventure entre nous et avec tous les membres de l'équipe. Donc c'est un peu un conditionnement, un cheminement mental qui se met en place. Et après, c'est de se dire, ok, à quel moment je pose ma dème, en fait. C'est un peu ça, tu vois. C'est ça, avoir le courage de se lancer. Ouais, exactement. Et donc, là, on l'a pas fait exactement au même moment avec Germain, parce que chacun a un peu aussi son calendrier perso, par rapport à son job, par rapport à là où il en est dans sa vie. Mais globalement, début 2022, on s'est dit, franchement,
là, faut qu'on le fasse maintenant, parce que plus tu restes longtemps dans un job où ça se passe bien, plus ça va être très difficile en fait d'en partir. Et tu as assez vite fait de te retrouver dans une prison dorée avec potentiellement une rémunération de plus en plus sympa qui augmente, de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de responsabilités aussi perso qui font que ça devient de plus en plus dur de partir d'un job. Donc on s'est dit, là on a bossé 2 ans, c'est encore facile de partir. On était, tu vois, même pas trentenaire à l'époque. On avait tu vois, un rythme de vie et des standards qui n'étaient pas énormes, dans le sens où on se dit, on n'a pas besoin de beaucoup de sous pour vivre de façon plutôt sympa, alors qu'en plus, tu vois, on est à Paris, mais on est assez frugaux aussi dans l'approche, tu vois, donc ça aide forcément. Et donc, on a pris cette décision, et puis à 2, forcément, c'est plus simple aussi. Tu m'étonnes. On s'est motivés l'un l'autre, et voilà, on se coachait mutuellement sur OK, quand est-ce que je vais aller discuter avec mon boss, qu'est-ce que je lui dis, et donc ça c'était génial. Ok, trop cool. Aujourd'hui, Braquage, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? Aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes, vraiment de façon permanente. Donc c'est Germain et moi, et ensuite des analystes qui bossent avec nous au quotidien. Et ça n'a pas vocation à grossir de façon trop importante. On reste dans une approche assez minimaliste, c'est-à-dire qu'on aime bien rester maître de notre rythme. Et donc pour ça, on a une approche assez raisonnée du développement de la boîte et de la croissance. Donc là, on est une équipe de 5. Ça va peut-être continuer à grossir un petit peu, mais pas beaucoup plus. Dès le début, en fait, avec Germain, on s'est vraiment posé pour décider de quoi on avait envie comme boîte et pourquoi on faisait ça. Et quels étaient un peu nos objectifs sous-jacents. Ce qui est un truc, encore une fois, qui paraît hyper élémentaire. Mais en fait, quand j'en parle avec des entrepreneurs qui s'associent, la grande majorité ne font pas ce boulot. De se poser, une fois qu'ils ont dit « Ok, t'es chaud, on monte une boîte, on va le faire une boîte là-dedans », souvent, en fait, la discussion s'arrête là et après, ça part direct dans l'exécution et on charbonne. Mais tu te rends compte, au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qu'ils ne faisaient pas forcément ça pour les mêmes raisons, ou alors que parfois les raisons ont aussi évolué. Et donc, il y a un désalignement qui fait que ça peut créer parfois des difficultés, voire jusqu'à des conflits. Et nous, on a vraiment pris beaucoup de temps pour se poser et se dire, OK, nous, on est chaud de faire un projet, mais c'est quoi nos objectifs derrière? Pourquoi on fait ça? Et on réévalue régulièrement ça. C'est-à-dire que tous les ans, on part 2 jours avec Germain et on se fait un point sur où on en est par rapport au projet entrepreneurial qu'on a. C'est quoi nos objectifs de vie? Est-ce que c'est toujours bien aligné? Et ça permet de vérifier qu'il n'y en a pas un qui est de plus en plus désaligné jusqu'à un stade où ça devient problématique. Et évidemment, ça passe aussi par une forte communication entre nous. Mais une forte communication, une fois que tu l'as décrétée, ça ne se fait pas tout seul. Il faut aussi l'organiser, quoi. Donc on se fait des moments réguliers où on ménage des moments pour partager des ressentis, des choses sur la façon dont on perçoit le projet, le travail de l'autre, etc. Et ça, on le fait régulièrement parce que ça se fait pas naturellement. Tu vois, tu es dans l'exécution de ton business au quotidien. T'as pas du tout le temps de... En tout cas, ça ne vient jamais à l'idée de te dire « Ah tiens, est-ce que je te parlerai pas de ça à ce moment-là ?» Non, tu es toujours en train de parler du dossier en cours ou du prochain dossier. Donc, ça s'organise et on se met des points régulièrement pour faire ça. Ok, trop cool. Et donc, je suppose que là, vu que vous êtes fixé cet objectif,
il y a des moments où vous allez recevoir peut-être pas trop de demandes, mais vous allez peut-être pas pouvoir tout traiter. Comment vous faites face et arriver à choisir les bons dossiers parmi... Vous recevez combien de dossiers annuels, tu vois, de pitch deck? Pitch deck, pour ceux qui nous écoutent, c'est une présentation de l'entreprise qui présente le produit ou le service et qui parle un petit peu de la boîte, quoi, en général. Ouais. On reçoit, je pense, un peu plus de 1000 dossiers par an. Okay. Et ça fait que croître au fil des années. C'est pas forcément des decks d'abord, c'est surtout des rencontres, c'est des gens qui nous contactent. Parce que parfois il n'y a pas de deck, ou c'est à l'occasion d'un événement. Et donc c'est, je dirais, 1000 rencontres. On parle avec beaucoup d'entrepreneurs chaque année. Et ça, c'est génial pour nous parce que déjà, c'est ce qui nous intéresse le plus. Parce que chaque entrepreneur a toujours une histoire intéressante à raconter. Et chaque entrepreneur a un projet qui va nous apprendre quelque chose sur un marché, sur une façon de voir la société, voir le monde. Parce que globalement, les entrepreneurs sont des gens qui se sont posés beaucoup de questions et qui ont beaucoup réfléchi sur un sujet spécifique, en tout cas plus que nous généralement. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui est déjà devenu un expert d'une certaine façon. Et donc sur ces 1000 dossiers, en fait, on ne va pas sélectionner les meilleurs. On va sélectionner ceux pour qui on pense avoir le plus de chances d'apporter une vraie valeur et faire une vraie différence dans un potentiel processus de levée de fonds. Et donc, ça veut dire qu'à la fin, on va en sélectionner en fait maximum une quinzaine par an, ce qui paraît très peu, mais au final, c'est aussi beaucoup parce que du coup, on fait une quinzaine de levées de fonds réussies par an. Et ça, on en est très fiers. Et donc, effectivement, la sélection, elle est drastique. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont forcément jetés à la poubelle. Souvent, c'est une question de timing ou c'est une question de fit. Donc, soit on va se reparler un peu plus tard avec l'entrepreneur, soit on va l'orienter vers quelqu'un de plus pertinent que nous. Mais on aime bien, en fait, on parle à tous les entrepreneurs parce que ça nous nourrit énormément. Mais c'est vraiment notre seul critère. Encore une fois, pas les meilleurs, mais ceux qui vont devenir peut-être les meilleurs grâce à nous. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas besoin de nous. Et régulièrement, je dis à des entrepreneurs, honnêtement, ta levée de fonds, tu n'as pas besoin de moi pour la finaliser. Donc, je vais te donner 2-3 peut-être conseils si ça t'intéresse. Mais en fait, il n'y a pas lieu qu'on bosse vraiment de façon approfondie parce que on n'est pas les personnes les plus pertinentes pour t'aider là-dessus. Donc vous jouez vraiment un rôle de conseil pour les entrepreneurs qui ont besoin de lever des fonds. Et donc vous jouez ce rôle de conseil, mais aussi d'apporteur d'affaires en quelque sorte pour des fonds. Comment ça se passe? En fait, c'est pas vraiment de l'apport d'affaires, mais d'une certaine façon, ça peut y ressembler. L'idée, c'est que on va présenter des entrepreneurs et donc leurs dossiers à des fonds d'investissement. Et si jamais ils réussissent à lever de l'argent avec ces fonds, on va se rémunérer en prenant un pourcentage du montant de la levée de fonds. C'est ça, en gros, le business. Exactement. Et on prend entre 5 et 6%, généralement avec une dégressivité des taux en fonction du montant levé. C'est ça notre métier. Et en général, c'est quoi? Tu parlais de seed, pré-seed, etc. Tu peux m'expliquer comment ça marche en termes de montant, en termes peut-être de maturité de l'entreprise? Comment ça se passe un petit peu ce format-là? En fait, cette nomenclature pré-seed, seed, série A, etc. Elle est, je trouve, complètement obsolète aujourd'hui parce qu'elle change tellement que quand on dit tu fais un seed, ça ne te donne aucune indication fiable sur le montant que potentiellement tu vas lever. Il y a des gens qui font des seeds
à 1 million d'euros. Et après, 2 semaines après, tu entends parler d'un seed à 12 millions. Donc en fait, tu n'apprends pas grand-chose. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas venir financer. Et donc, on va dire une première, deuxième, troisième levée de fonds, ça va venir financer des moments et des choses différentes dans en fait, la vie de la start-up. Et donc, typiquement, la toute première levée de fonds, tu vas financer, en fait, justement, parfois avec l'argent de tes proches, que ce soit des proches pro ou perso. Pour le coup... ce qu'on appelle la love money. Ouais, exactement. Love money, ou alors friends, family and fools. C'est en fait les personnes qui vont miser sur toi, peu importe ce que tu vas faire. C'est-à-dire, toi, tu n'as encore rien fait quasiment, tu as juste une idée que peut-être tu as commencé à mettre un petit peu en forme, mais tu as besoin de gens qui te font confiance et qui te connaissent suffisamment pour dire, en fait, voilà Tristan, quoi qu'il fasse comme projet, je sais que ça risque d'être bien, donc je vais accepter d'investir un montant. Ou alors, je ne sais pas ce que Tristan va faire, ça se trouve ça va être bien ou pas, mais j'ai envie de le soutenir. Tu vois, il y a aussi ça qui peut être à l'œuvre dans la décision d'investissement. Et donc là, c'est vraiment financer les toutes premières dépenses de l'entreprise. Par exemple, pourquoi pas embaucher un premier développeur, mais de façon très ponctuelle encore, parce que ça coûte super cher. Donc un peu de freelance à droite à gauche, financer tu vois, le fait de bootstrapper un site, donc c'est-à-dire tout simplement bricoler en fait les premiers éléments. Tu as besoin d'un site internet, un premier produit, et aussi t'acheter un peu de temps. Tu as besoin d'un peu de temps pour te donner de l'air et que tu sois à peu près à l'équilibre financièrement, le temps de pouvoir sortir ton produit. Ensuite, les stades d'après, tu vas venir financer très très vite la mise sur le marché de ce produit. De moins en moins le développement du produit, même si encore une fois il va continuer, et de plus en plus sa commercialisation. Donc là, de plus en plus, tu vas venir financer du marketing, donc des gens qui vont faire ça, et quand même évidemment des gens de la technique, c'est-à-dire soit des développeurs, soit des scientifiques. Mais à chaque fois, en fait, on a une utilisation des fonds qui doit être en phase avec le processus, en tout cas le stade de développement de la boîte. Et aujourd'hui, c'est quoi les tendances du marché dans le monde du venture capital aujourd'hui ? Les tendances, il y en a plein. Après, forcément, ça dépend de tous les panels d'activités dont tu m'as parlé tout à l'heure, mais c'est quoi la tendance globale ? Je vois que là, Macron, il y a quelques jours, même quelques semaines, et il a fait un grand sommet de l'IA en France, à Paris, pour pousser les gens à entreprendre en France, et je pense qu'il fait ça bien depuis quelques années. Comment tu vois la tendance en France au niveau européen, peut-être au niveau un peu mondial ? Après, je suppose que votre activité est très française, ou vous avez quand même des entreprises... Elle est de moins en moins française. De moins en moins française, on fait pas mal d'opérations où il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire un investisseur ou plusieurs investisseurs, ou même une boîte qui est localisée à l'étranger. Et donc beaucoup en Europe, et on espère bientôt et de plus en plus aux États-Unis. Ça commence un petit peu, mais par exemple, lorsque on a un entrepreneur qui va nous demander d'identifier les investisseurs les plus pertinents pour lui, on va vraiment regarder au niveau mondial. On va regarder partout en Europe, et on a accès à des investisseurs partout en Europe, et également aux États-Unis, et parfois même dans des pays comme l'Asie. Après, évidemment, si l'entrepreneur est français, il y a une connivence qui est plus simple avec d'autres entrepreneurs français, des investisseurs français, pardon. Mais il y a beaucoup d'investisseurs européens, américains, qui investissent de plus en plus en France. Et en termes de tendance, en fait, si on devait en garder qu'une, tu l'as résumé, la tendance principale, c'est l'IA. Ça fait très longtemps
depuis une dizaine d'années que, par exemple, je suis plus ou moins dans l'écosystème de la tech, qu'on entend parler, qu'on parle de l'IA. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu un processus d'accélération très fort, notamment parce que technologique, depuis 2-3 ans. Et toutes les questions qu'on se pose, en fait, c'est d'essayer d'en mesurer l'ampleur et l'impact. C'est-à-dire, évidemment, de ne pas questionner le caractère fondamental de ce que ça implique comme changement de marché, d'usage dans beaucoup de métiers, mais plutôt d'essayer de le comprendre, parce que en réalité, on est un peu tous à l'aveugle. On peut s'essayer à des prédictions, essayer de savoir où sera l'IA dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais en fait, il n'y a pas grand monde, en tout cas que j'entends ou que je connais, qui est capable de dire ça, ou en tout cas de le faire de façon précise. Moi, je trouve qu'on est quand même pas mal à l'aveugle, dans un contexte politique, macroéconomique, qui a jamais, enfin si, mais rarement été aussi incertain, en tout cas depuis que moi je bosse dans ma très très courte carrière. Donc en fait, on est un peu au jour le jour. Et on voit un petit peu ce qui se passe. Après, on voit bien que c'est une tendance qui est faite pour s'installer de façon durable. Ça, il n'y a pas trop de doute. Mais en même temps, on a eu aussi pas mal de moments où on s'est dit la même chose sur le Web3, tu vois. On a cru que les NFT allaient révolutionner en fait notre façon de considérer les actifs immatériels. Ça n'a pas été autant le cas qu'on pensait. Voilà, je pense que ça va se confirmer clairement en ce qui concerne l'IA. Mais la réalité, c'est que voilà, nous, on n'essaye pas de faire des prédictions. On essaye quand même d'anticiper un maximum les tendances. Mais on n'est pas devin, personne ne l'est. Et on essaye de rester hyper humble par rapport à ce qui se passe. Donc on essaye de surfer la vague de la façon la plus sereine possible. Mais voilà, on ne peut pas prédire quoi que ce soit. Et en parlant, pour revenir un peu sur le sujet entrepreneuriat, etc., toi, c'est quoi en côtoyant des entrepreneurs au quotidien, etc., est-ce que tu as pu aussi évoluer en tant qu'entrepreneur pour ta propre boîte, voir un petit peu peut-être des façons de gérer son entreprise, des façons de management et d'autres qui t'ont permis d'évoluer sur ce point de vue-là? Ouais. Un point sur lequel j'ai évolué, et on a même évolué collectivement avec Braquage, avec mon associé, et même avec toute l'équipe, c'est que cette aventure entrepreneuriale, c'est vraiment un marathon. Et au début, on a un peu tendance à partir à fond. Nous, on est là pour s'inscrire un petit peu dans la durée. On est encore jeune, donc on se projette vraiment à long terme. Et donc, on veut faire en sorte de pouvoir se projeter au long terme de façon sereine et vraiment viable. Et ça implique d'être vraiment à l'écoute de pourquoi on fait ça déjà, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi comment on le fait et comment est-ce que ça reste en phase avec globalement ce qu'on a comme projet de vie. Et un projet entrepreneurial, ça résume jamais un projet de vie. On a plein d'objectifs de vie qui n'ont rien à voir avec ce projet entrepreneurial, donc ça doit venir s'insérer de façon saine et compatible avec le reste. Et donc ça, on est hyper vigilant à ça. Et ça implique notamment que, comme c'est un marathon, on va à notre rythme. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on se ménage, parce que on met pas mal d'intensité et de rythme dans tout ce qu'on fait. Mais si on veut le faire de façon pérenne et durable, il faut qu'on soit vigilant. Et ça implique de faire des pauses. Les pauses, c'est hyper important. À la fois dans la journée, parce que en fait, si on ne fait pas gaffe, on ne fait jamais de pause, mais à la fois dans son année, à la fois même dans des cycles de vie, ça, les pauses, c'est hyper important. Et après,
avoir le bon rythme. Et le bon rythme, pour nous, je pense qu'on l'a trouvé. Typiquement, dès la création de Braquage, même quand on était juste tous les deux avec Germain sur une table de cuisine chez nous, on a systématiquement, et depuis maintenant 3 ans, travaillé en semaine de 4 jours. Okay. Et toute l'équipe est en semaine de 4 jours. Et ça fonctionne hyper bien. Ouais. Évidemment, en tant que fondateur, il y a des jours où, quand je suis pas censé bosser, je vais quand même vérifier ce qui se passe. On est en veille. C'est pas un jour de week-end, mais l'idée, c'est que c'est un jour où, par défaut, on ne travaille pas, sauf cas extrême, urgence, etc. Ce qui peut arriver. Mais déjà, de le fixer comme règle, ça permet vraiment de le faire fonctionner sur le long terme. Et le fait de l'avoir mis en place dès le tout début, ça a été beaucoup plus facile que si on s'était dit on le met en place au bout de 3 ans. Okay. Ça marche très bien, on est très content de ça. Ok. Et tu me parlais du marathon, donc la vision à long terme de Braquage, c'est quoi ? La vision à long terme, ce serait de déjà devenir l'acteur ou un des acteurs vraiment de référence du financement de la tech. Okay. Et ça, on a bon espoir d'y parvenir en fait plutôt à court moyen terme. Ouais. Et à long terme, je dirais avoir créé en fait un projet entrepreneurial dont en fait on soit vraiment fier avec Germain. On n'a pas d'objectif de chiffre d'affaires. On n'a pas d'objectif de nombre de salariés, de taille de boîte, de montant levé, de deal. C'est pas tellement ce qu'on va suivre au long terme. C'est plutôt de se dire ok, on a réalisé un projet qui nous rend fiers parce qu'on va considérer que ça a eu un impact très très largement positif sur la vie d'un certain nombre de gens. Okay. Et donc, pour nous, ça se résume un petit peu à ça. Donc, c'est assez spécifique parce que ça passe par s'adresser à des entrepreneurs qui vont lever de l'argent grâce à nous. Donc, ça peut paraître assez mineur, mais on pense que grâce au financement des ambitions de projets qui nous tiennent à cœur, ça peut, d'une certaine façon, avoir quand même un impact bénéfique sur pas mal de choses et potentiellement pas mal de monde. Donc au long terme, c'est juste se dire ok, franchement, c'est vraiment cool ce qu'on a fait. Et quand j'en parle à mes potes, ma femme, ou peut-être un jour mes enfants, je suis assez fier et c'est tout. Se sentir bien en fait avec ce qu'on a fait. Okay. Enfin, là, je te dis ça un peu sans y avoir réfléchi, mais franchement, ça résume bien le sentiment que j'aimerais avoir. Ok, trop cool. Et est-ce que tu as des exemples d'entrepreneurs à qui, via vos conseils, etc., vous avez permis à votre échelle de changer un peu leur boîte, un peu leur vie, etc. Tu n'es peut-être pas forcément obligé de me donner de nom de boîte, mais de me donner, ou si tu as envie, bien sûr, tu peux. En fait, changer de périmètre, tu vois. Changer leur vie, je pense pas. Là-dessus, on reste assez humble, même si dans la vie d'une boîte et donc d'un entrepreneur, la levée de fonds, c'est un événement vraiment très important. Parce qu'il y a un avant, un après. Tu reçois plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions d'euros sur ton compte du jour au lendemain, forcément, sur le compte de la société, pas le compte de l'entrepreneur. Ça change quand même ton quotidien en tant qu'entrepreneur et en tant que dirigeant. Donc ça, évidemment, c'est un changement de vie, mais après, ça reste changement de vie professionnel. Oui, quand je dis changement de vie. Mais, ceci étant dit, tu vois, là, en ce moment, on est en train d'accompagner une levée de fonds pour un projet que je ne peux pas dévoiler maintenant, mais en fait qui concerne l'accompagnement des chauffeurs VTC, notamment sur tout un nombre de sujets. C'est vrai que le soutien qu'on a apporté aux entrepreneurs
qui sont en train de mener cette levée de fonds avec succès, en fait, il est tout autant, et c'est le cas pour en fait, une grande partie des dossiers sur lesquels on bosse, il est tout autant vraiment opérationnel, fonctionnel sur la levée de fonds, la stratégie, les relations investisseurs, que psychologique. Autant sur la préparation, le conditionnement et le fait de se lancer dans ce processus qui est dur de levée de fonds, parce que en gros un processus de levée de fonds c'est se prendre en gros des portes à 90, 95%, parfois 99%, parfois 100% même. C'est des noms toute la journée, sans qu'on comprenne d'ailleurs parfois toujours pourquoi. Et donc avant, pendant et même après, ça peut être dur à vivre. Et comme on est l'interlocuteur parfois de prédilection de l'entrepreneur, forcément, et que nous on a l'habitude de ces processus-là, on vient aussi apporter un soutien en toute humilité, un peu plus perso, sans rentrer dans les sujets perso, mais quand même un soutien qui est important. Parce que c'est un processus qui est dur. On doit aller lever de l'argent dans un processus très compétitif et très complexe, tout en faisant en sorte que ça se passe bien, voire très bien pour sa boîte. C'est vraiment être au four et au moulin. Et donc là, le conseil et le soutien qu'on peut avoir d'une boîte comme la nôtre peut être assez déterminant sur le côté pro, mais en fait, tu as raison aussi un peu sur le côté perso. Ok, trop cool. Et je suppose qu'il y a des boîtes... Alors, ça doit être une par millier, tu vois, je sais rien, je serais curieux de savoir un peu les stats pour lesquelles les entreprises comme les tiennes ou même les fonds se battent un petit peu pour les conseiller parce qu'il y a un produit disruptif ou un service qui va changer un peu un écosystème. Comment aussi faire face à cette concurrence-là de temps en temps dans l'environnement ? C'est vrai, alors il y a une concurrence qui peut se jouer à deux niveaux. Au niveau de la sélection du conseil financier et ensuite au niveau de la sélection de l'investisseur. Au niveau du conseil financier, donc l'entrepreneur veut se faire accompagner dans sa levée de fonds ou pas. Il se pose des questions, donc il va discuter avec nous, mais avec des gens qui font le métier comme nous, parfois d'une façon différente. Et donc là, il nous met en concurrence. On est en concurrence avec les autres banques d'affaires, mais on est aussi en concurrence avec l'absence de banque d'affaires. Parce qu'en fait, tu as toujours le choix. Il n'y a pas vraiment de stade fiable, mais il y a beaucoup d'opérations de levée de fonds qui se font sans banque d'affaires. Et ça marche très bien comme ça. Donc l'entrepreneur, il se demande, est-ce que je fais appel à une banque d'affaires et laquelle? Et donc finalement, il y a un peu deux choix à faire à ce moment-là. Cette concurrence, nous on aime bien, parce que souvent ça se passe assez bien pour nous. On se distingue assez facilement en fait parce que on a un positionnement early stage qui est peu commun. D'accord. La plupart des banques d'affaires qui font notre métier vont avoir la volonté de faire les plus grosses levées de fonds possibles. Et donc il y en a beaucoup qui disent moi avant une grosse série A ou la série B ça m'intéresse pas en fait. Parce que en fait quand tu lèves 1 million d'euros ça va te demander beaucoup de travail et d'implication en tant que banque d'affaires. Et quand tu lèves 10 millions d'euros, ça va pas te demander 10 fois plus de boulot. Alors que tu vas facturer potentiellement, proportionnellement, 10 fois plus. Donc forcément, il y a un modèle économique de pourcentage qui fait que les banques ont tendance à aller le plus haut possible dans la taille des fonds, la taille des levées qui vont être faites. Nous, c'est pas trop notre positionnement. C'est aussi là pour ça que nous on parle de croissance un peu raisonnée. C'est que on aime bien faire des petites levées de fonds et grandir avec nos clients. Après, évidemment, si on grandit, on fait des levées de fonds de plus en plus grosses. Mais bien sûr. Ce positionnement early stage qu'on garde, il est très fort parce que ce que les clients comprennent assez vite, c'est que s'ils veulent faire une petite levée de fonds, il vaut mieux bosser avec des acteurs un peu spécialistes de l'early stage comme nous, qu'avec des acteurs spécialistes de stades plus avancés, parce qu'ils sont à peu près certains que leur dossier
s'il est 10 fois moins rémunérateur pour la banque, il ne sera pas sur le haut de la pile. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors qu'avec nous, il sera toujours sur le haut de la pile parce qu'on fait des paris sur l'avenir et que même si on n'est pas les plus rentables, on a vocation aussi à le devenir avec le temps sur le long terme. Donc ça, c'est un vrai facteur de différenciation qui est très important. L'autre facteur, c'est que avec Germain, on a des parcours et des profils qui sont très complémentaires. Ouais. Germain, il va être très en pointe sur les sujets financiers, parce que lui, il a fait de la finance dans ses études, de l'économie. Il était banquier d'affaires ensuite. Et donc, il a vraiment cette compétence de pointe. Et moi, je vais avoir une compétence de pointe vraiment sur la partie qu'on appelle transactionnelle, c'est-à-dire faire le deal. Et notamment la négociation de toutes les conditions. Alors, juridique un petit peu, parce que en tant que banquier d'affaires, on doit faire du juridique, mais on n'est pas avocat pour le client, on est vraiment sur la partie banque d'affaires. Mais j'ai quand même ce background juridique et cette expérience qui me donne une lecture forcément plus fine que le banquier d'affaires lambda sur cette négo juridique. Et notamment le document qui formalise les termes de l'investissement. Au début, c'est la lettre d'intention. Et donc, on est vraiment en pointe sur ces sujets de négociation. Et malgré en fait, notre relative jeunesse avec Germain, on a vraiment une compétence de pointe en fait, sur deux sujets qui sont indispensables. Parce que quand tu es banquier d'affaires, tu dois un peu être bon partout. Tu dois être bon en finance, tu dois être bon en droit, même si tu n'es pas juriste. Tu dois être bon en égo, tu dois être bon en vente, parce qu'en fait, une levée de fonds, c'est aussi vendre le projet. Tu dois être bon en marketing. Et donc, il n'y a pas beaucoup de métiers qui nécessitent d'être bon dans autant de domaines aussi variés les uns que les autres. Et nous, on est arrivé avec ces deux compétences phares avec Germain. Et après, on a développé les autres. Et ça qui est intéressant, c'est que quand tu te lances dans ce métier, tu arrives avec des prédispositions, mais tu es obligé de monter fortement en compétences sur forcément plein d'autres choses. Parce que tu peux pas être bon partout, c'est sûr, direct. Évident, donc nous, on essaye de devenir bon en marketing. Parce que quand tu fais du droit et de la finance, à la base, tu es nul en marketing. On essaye de devenir bon et on pense qu'on est devenu bon en vente. Parce que quand tu es à la fac, on t'apprend vraiment pas à devenir bon en vente. Non, c'est sûr. Un peu plus en école de commerce, mais c'est pas si concret que ça. Donc, on essaye de se différencier comme ça. Et après, une fois que l'entrepreneur a décidé de bosser avec nous, il y a effectivement une concurrence qui peut se mettre en place entre les investisseurs. Ce qui est évidemment pas le scénario le plus courant et qui est un peu le scénario le plus favorable pour nous. Si tu as des investisseurs qui se battent pour investir dans ta boîte, généralement ça se passe assez bien. C'est un peu des problèmes de riches. Tu vois. C'est sûr. Même si ça peut être piégeux parce que c'est pas toujours celui qui va te donner le plus gros montant ou celui qui va te donner la plus belle valorisation qui est peut-être le plus utile. Il faut aller. Et où il faut aller regarder d'autres choses. Comme quoi, par exemple? Il y a deux choses. Déjà, évidemment, tout ce que cet investisseur va t'apporter au-delà de l'argent. Et ça, il y a vraiment eu un énorme travail de la part des investisseurs sur les dernières années. Maintenant, ils te fournissent beaucoup de support opérationnel et des choses très concrètes. C'est pas juste tu m'appelles si tu as une question et je viens au board. C'est beaucoup plus concret que ça. Mais c'est aussi le fait que, par exemple, prendre la valo la plus haute ou lever le plus gros montant, ça peut parfois, en tant qu'entrepreneur, se retourner contre toi. Parce que si tu lèves sur une énorme valo, c'est une super nouvelle, mais ça décuple proportionnellement le niveau d'attente des investisseurs. Puisque eux, c'est une valo qu'ils ont payée, et donc ils doivent réaliser une performance financière, c'est leur métier, en multipliant cette valo par minimum 3 ou 4, idéalement 10, 15, 20, 100. Et les standards, c'est quoi en général? Alors, tu as les standards recherchés par les fonds, et après il y a les standards réalisés par les fonds. Les fonds d'investissement en capital risque communiquent assez peu sur leur performance financière. Il y a une règle un peu théorique qui dit que tu investis dans 10 boîtes,
tu vas perdre l'argent ou faire une fois la mise sur 9 boîtes et que tu vas avoir une boîte qui va rembourser tout le reste et te permettre de faire une performance. Ouais. Mais en fait, quand tu creuses un peu, c'est rarement aussi schématique que ça. Il y a des fonds où la majorité des boîtes performent bien, et il y a des fonds où aucune boîte ne performe. Il y a des fonds qui existent depuis longtemps et qui, de sources assez sûres, n'ont jamais vraiment rendu d'argent à leurs investisseurs. Parce que les fonds ont eux-mêmes des investisseurs au-dessus d'eux qui permettent d'investir dans les boîtes. Donc cette performance, elle est très variable d'un fonds à l'autre. Et cette règle, elle est un peu théorique. Dans les faits, en fait, les fonds vont chercher à rendre... Enfin, un fonds qui rend déjà 2 fois, 3 fois la mise à ses investisseurs, c'est déjà en fait une performance souhaitable et franchement qu'on peut saluer. Il y a des fonds qui rendent beaucoup plus, mais ça reste une minorité. Et donc, c'est un peu ça les standards. Entre à partir de 2 fois, 2 fois et demi, après chaque fonds a ses standards et chaque fonds a ses propres objectifs, mais c'est déjà une belle performance sur une classe d'actifs, c'est-à-dire les startups, qui est la classe d'actifs, une des classes d'actifs les plus risquées au monde, quoi, avec les crypto-monnaies. Ouais, tu me parlais que vous êtes une banque d'affaires, etc. Moi, je vois autour de moi, je suis en dernière année d'études, j'ai pas mal de copains qui font leur stage ou alternance en banque d'affaires, où t'entends qui finissent à 2, 3 heures du mat, etc., où t'as des gros volumes horaires. Toi, tu me parlais de la semaine de 4 jours tout à l'heure. C'est quoi un peu la différence entre la banque d'affaires plus traditionnelle et bosser chez Braquage ? Bah écoute, moi j'ai pas eu la chance ou la malchance de connaître les banques d'affaires traditionnelles, ou en tout cas indirectement via mon associé Germain. Il y a beaucoup de différences, à la fois dans le rythme déjà, parce que comme je t'expliquais, en fait, on choisit notre rythme et on ne se laisse pas imposer par une course effrénée à la croissance et par les exigences des clients. Donc ça veut dire que, très concrètement, les gens qui bossent avec nous, qu'ils soient salariés, alternants, stagiaires, ils bossent avec nous du lundi au jeudi. Et concrètement, ils arrivent à 9h15, 9h30 le matin et ils partent absolument jamais après 20h, 20h30, plutôt 19h30 en moyenne. Il n'y a pas de nocturne. On fait un métier qui est super exigeant, qui demande beaucoup d'implication et d'intensité, mais qui nécessite pas vraiment, ou alors vraiment de façon extrêmement rare, qu'on bosse le soir, tard, ou le week-end. Donc aujourd'hui, on a 3 ans, on fait une quinzaine d'opérations par an, des levées de fonds, mais également des opérations de M&A, donc de sessions. Et à aucun moment, ça se justifie de bosser le soir. Je dis pas que les gens qui font des gros horaires le font par complaisance, évidemment. Même si, pour l'avoir vécu, mais plutôt en tant qu'avocat, il y a parfois un sentiment de gratitude, enfin d'auto-congratulation qu'on peut se donner de façon inconsciente à finir à 2h du matin en ayant l'impression de avoir sauvé le business du client ou d'avoir fait quelque chose de très très important. Ça, pour le coup, ça m'est arrivé de le ressentir et je pense que c'est vraiment à l'œuvre dans, non pas du présentéisme, parce qu'on bosse quand on fait ça, mais en tout cas une grosse satisfaction et capacité à rester tard le soir, alors que honnêtement, on fait pas non plus décoller des fusées, quoi. C'est important ce qu'on fait, on le fait vraiment de façon très sérieuse et c'est même très sensible parce que quand un entrepreneur te demande de lever de l'argent pour sa boîte ou de la vendre, il te confie a priori l'essentiel de son patrimoine parce que c'est sa boîte dont il est propriétaire. Mais en termes de rythme aujourd'hui,
on est assez content parce qu'il n'y a rien qui a imposé de en fait, se faire des horaires qui rognent sur notre qualité de vie. Okay. Et si c'est le cas, et si ça devait arriver, c'est généralement la responsabilité, je pense, des fondateurs et des dirigeants, donc Germain et moi, de l'absorber. Ouais. Parce que ça reste notre projet, même si c'est une aventure collective. Donc c'est à nous de faire en sorte que si ça dépasse, on en assume la responsabilité. Okay. Donc ça, c'est la vraie différence en termes de rythme qu'on constate. Et ensuite, en termes de tâches, comme on a un projet entrepreneurial qui est encore assez jeune, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de projets à l'intérieur du projet. Et donc, quelqu'un qui va nous rejoindre en stage ou en CDI, il va faire les tâches classiques qu'un analyste de banque d'affaires va être amené à faire, c'est-à-dire travailler sur des documents comme le DEC, le BP, identifier des investisseurs, rencontrer des entrepreneurs et l'accompagner en fait dans son processus de levée de fonds. Mais après, on fait toute une partie de la fiche de poste qui est un peu en fonction des appétences. Nous, on a plein de projets au sein de Braquage, de création de contenu, plein de projets de produits qu'on développe. On fait beaucoup de no-code pour automatiser des process en interne, mais aussi pour les clients. Et de la communication, du marketing. Et en fait, en fonction des appétences de la personne qui va nous rejoindre, on peut faire une fiche de poste qui lui permet de s'exprimer aussi de façon créative. Donc ça, c'est un truc qui nous tient à cœur. Et même au-delà de ça, cette semaine de 4 jours fait que tous les gens qui bossent chez Braquage, en fait, ont des projets à côté. Et ça, on adore. On a un analyste qui est au niveau compétition dans les échecs, qui a créé une chaîne YouTube autour de ça, des gens qui ont créé des business à côté, des agences qu'ils ont revendues. Enfin, il y a tout un tas de projets, ou même tout simplement du sport ou des loisirs, mais qu'on veut que les gens avec qui on bosse, et nous y compris, puissent cultiver et avoir le temps de le faire. Parce qu'en fait, souvent, le week-end, ça passe vite. Et cette fenêtre de respiration qu'on s'est créée le vendredi, c'est idéal pour faire ça. Ok. Et pour revenir un peu à la question que je t'ai posée juste avant, c'est une question que je pose souvent à la fin de mes entretiens avec mes intervenants. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai 23 ans. C'est quoi le conseil que tu donnerais Augustin de 23 ans avec un peu plus de recul En fait... il y a un conseil que j'entends très souvent. Ce serait plutôt un conseil que je donnerais pas. Ok. Donc je me donnerais le conseil de ne pas l'écouter. On entend souvent, faut surtout pas que tu te fermes des portes. Okay. Et donc t'entends ça en me disant, ouais, c'est vrai, je dois pas me fermer de porte. Si jamais je fais ci ou ça, je vais plus pouvoir aller dans telle voie, telle voie. C'est ce qui amène parfois... et donc moi y compris, à faire des formations parfois un peu généralistes, puis des jobs un peu généralistes, et donc d'avoir un parcours généraliste. Sauf que, en fait, en ne fermant aucune porte, tu prends le risque aussi de pas en ouvrir et pas en emprunter beaucoup, parce que si tu restes toute ta vie avec l'obsession de ne pas se fermer de porte pour pouvoir tout faire, à la fin, tu restes devant les portes et t'as pas fait grand-chose de très concret et très en phase avec ce que tu as envie de faire, quitter, etc. Donc, du coup, le conseil, ce serait de pas écouter ce conseil et plutôt d'aller vraiment vers ce qu'on aime, parce que il n'y a aucun choix quasiment qui est irréversible, en fait. Quand on a 23 ans et que on est en train de finir ses études, on a déjà fait des choix. Là, il s'agit de choisir ce que tu as envie de faire d'un point de vue pro, quel premier job ou stage de fin d'études, que sais-je. Tu peux rarement te tromper
si tu vas vers un truc que t'aimes. Parce que si tu vas vers un truc que t'aimes, a priori, c'est là où tu vas être le meilleur. Ça, c'est sûr. Donc, ça va bien se passer. Et si tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ce que tu voulais et c'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais, bah, en fait, tu peux changer. Bah, en fait, les parcours, et je pense que tu te vois quand tu parles à des gens, ils sont jamais vraiment linéaires. Non, et moi, j'ai que des gens, là aujourd'hui à 30-32 ans, j'ai que des gens autour de moi qui ont fait des choses, puis qui ont radicalement changé, qui se sont trompés, qui ont complètement changé de secteur, changé de métier, etc. Et ça, c'est possible. Quand on a la chance d'avoir un bagage un peu, par exemple, de formation qui fonctionne bien sur le marché du travail, on peut faire beaucoup de choses. Donc, ouais, je dirais justement fermer plein de portes en faisant des choix qui vont vers ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire, peu importe si ça change dans 2 ans. Et moi, aujourd'hui, je fais ce que je fais aujourd'hui, et potentiellement, dans 10 ans ou dans 5 ans, j'aurai envie de faire autre chose, mais il n'y a pas grand-chose qui devrait m'en empêcher. Donc voilà, à part devenir, et encore, médecin ou pilote de ligne. J'ai un ami qui est d'ailleurs et médecin et pilote de ligne, qui a été les deux alternativement. Ça paraît absurde, mais en fait, c'est tout à fait possible. Donc voilà, je dirais ouais. Ok, trop cool. Et ben, merci beaucoup, Augustin. J'ai un petit jeu que j'aime bien demander à mes intervenants, c'est de pitcher leur boîte en 1 minute. Ok. Braquage, c'est la banque d'affaires tech qui s'adresse aux entrepreneurs qui veulent lever des fonds, du pré-seed à la série B. On accompagne ces entrepreneurs sur toutes les étapes de leur levée de fonds, en passant par la préparation, le roadshow et le closing. On leur apporte un support et toutes les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet de levée de fonds et en optimiser toutes les conditions pour qu'ils puissent optimiser également leur projet entrepreneurial. Ok, trop cool. Merci beaucoup Augustin. Est-ce que tu as des réseaux à nous partager, que ce soit LinkedIn, Insta? On est avec Braquage très présent sur LinkedIn. Pas tant sur la page Braquage que par les membres de l'équipe. Donc vous pouvez nous ajouter avec plaisir si vous voulez suivre l'actu de Braquage et également toutes les ressources qu'on partage. On aime bien avoir une approche un peu open source et on diffuse beaucoup de choses qui servent à comprendre la levée de fonds et même à faire sa levée de fonds. J'ai vu que vous aviez un blog. On a un blog, mais on a aussi beaucoup de ressources en dur, c'est-à-dire des modèles, des pitch decks, des business plans, des tables de capitalisation, etc. Même des documents juridiques qui servent à faire sa levée de fonds. Donc toutes ces ressources, on peut les retrouver sur LinkedIn. Et sinon, on a lancé notre page Insta. On va publier beaucoup de contenu assez précis et pointu sur la levée de fonds, avec toujours cette volonté de démocratiser de plus en plus l'accès à la levée pour tous les entrepreneurs. Ok, trop cool. Et merci beaucoup, c'était super, on a passé un très bon moment. Merci Tristan. Et à très vite, hors de la caméra. Salut, à très vite. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé l'échange inspirant. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer un de nos prochains épisodes. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation, poser vos questions et découvrir du contenu exclusif. Votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à partager encore plus d'histoires fascinantes. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau podcast.